Bonjour. Dans ce chapitre, nous allons parler de l'analyse harmonique. Alors, de quoi s'occupe l'analyse harmonique? Bien d'abord, notre matériel de départ, ça va être la fonction de transfert en boucle ouverte, qui est notre système à étudier. Alors c'est un peu étonnant parce qu'on est dans un chapitre sur les régulations en boucle fermée, et pourtant, on va étudier la boucle fermée à partir de la boucle ouverte. Donc l'analyse harmonique, ce qui est très important, c'est qu'elle se fait sur la boucle ouverte. Donc c'est une erreur assez fréquente, c'est de calculer la fonction de transfert boucle fermée pour en faire une analyse harmonique. Ça n'est pas le cas. Alors, notre fonction de transfert en boucle ouverte, nous avons l'habitude d'appliquer comme signal d'entrée un échelon, consigne ou une rampe. L'analyse harmonique, elle va appliquer comme signal d'entrée un signal périodique sinusoïdal d'amplitude E et de pulsation oméga. Et on va récupérer comme sortie un autre signal périodique de même pulsation oméga, mais qui va avoir une amplitude qui sera la plupart du temps différente que celle d'entrée. Donc on va avoir une amplitude S, et aussi on va pouvoir faire apparaître un déphasage phi. Alors vous avez déjà rencontré ce genre d'expression en électronique ou en électricité lorsqu'on étudie les circuits de base, les circuits RL, les circuits RC, les circuits RLC. Donc on applique comme tension d'entrée un signal sinusoïdal et on regarde comment se comporte par exemple le signal aux bornes du condensateur ou aux bornes de la résistance ou aux bornes de la selle si c'est un circuit RL. Et donc on a déjà fait ce genre d'études, mais dans le cadre d'un cours plutôt d'électronique ou d'électricité. Donc ici, nous, on va faire la même chose pour nos systèmes, donc pour des régulations de niveau, pour des régulations de pression. Toutes les régulations peuvent s'étudier, on va dire, la plupart du temps virtuellement, c'est-à-dire qu'on ne va pas concrètement dans la réalité de notre process, appliquer un signal sinusoïdal. Si vous avez une régulation de température de votre salon, vous n'allez pas appliquer une consigne de température qui évolue de façon sinusoïdale. Mais donc ça veut dire que c'est une étude théorique, une étude mathématique, mais pas forcément une étude... en tout cas, on ne va pas appliquer ces signaux d'entrée dans la réalité des process, ça va rester au niveau de notre feuille de papier, on va dire. Alors, lorsque on applique un signal d'entrée sinusoïdale, ici la courbe en bleu, eh bien pour une certaine fréquence, ou pour une certaine pulsation, puisqu'on sait que pulsation et fréquence sont liées, la pulsation c'est 2π fois la fréquence. Donc pour une certaine pulsation oméga 1, on va avoir cette courbe de sortie ici en rouge, avec une amplitude de sortie ici, caractérisée par ce vecteur ici, et un déphasage phi par rapport à la sinusoïde d'entrée. Donc ça c'est pour une certaine pulsation. Si on le fait pour une autre pulsation oméga 2, eh bien on pourrait avoir une autre courbe de sortie, toujours une sinusoïde, mais en tout cas le S peut changer et aussi le déphasage va changer. Donc en fait l'amplitude et le déphasage c'est une fonction de la pulsation. C'est pour ça que ce sont des diagrammes d'analyse en fréquence, diagrammes de réponse en fréquence, analyse harmonique, elle s'occupe de ça. Donc finalement, l'analyse harmonique, elle étudie le rapport entre l'amplitude du signal de sortie divisé par donc le rapport entre S et E. Et elle s'occupe aussi du déphasage phi entre ces deux signaux. Alors, ce rapport S sur E, on va l'appeler le gain, et forcément phi, qu'on connaît déjà, ça s'appelle le déphasage, qui seront donc des fonctions de la pulsation ou de la fréquence. Donc voilà de quoi s'occupe l'analyse harmonique. Elle va s'occuper d'étudier le rapport entre S sur E et de phi en faisant varier la pulsation. Alors nous allons partir de nos fonctions de transfert boucle ouverte, qu'on a appelé H de P. P étant la variable de Laplace. Alors, la variable de Laplace, c'est une variable complexe. Donc, on a le droit, si on veut, de remplacer P par J oméga, qui est un nombre complexe. Donc, la première chose à faire quand on va faire des
diagramme de réponse en fréquence, c'est remplacer le P par J oméga. Et il existe différents diagrammes de réponse en fréquence. Donc les plus connus sont le diagramme de Bode, le diagramme de Nyquist, le diagramme de Black-Nichols. Et dans le cadre de ce cours, nous, ce qu'on va étudier, c'est le diagramme de Bode. Donc, la première chose à faire, c'est prendre notre fonction de transfert et remplacer la variable de Laplace P par J oméga. Pourquoi? Parce que nous, on veut étudier un diagramme de réponse en fréquence. Donc, il nous faut une fonction de la fréquence ou de la pulsation. C'est quasiment la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut introduire forcément la pulsation dans notre fonction. Donc, un diagramme de réponse en fréquence, ça revient à étudier un nombre complexe en fonction de la pulsation. Et un nombre complexe, on sait qu'il a deux caractéristiques. Il a un module et il a un angle par rapport à l'axe réel. Donc c'est ces deux grandeurs-là qu'on va étudier. Donc le diagramme de Bode, il va toujours être composé de deux graphiques, celui-là. Le premier graphique, c'est un diagramme d'amplitude exprimé en décibels, on va expliquer après en quoi ça consiste, de la FTB au H de P en fonction de la pulsation. Donc on va prendre notre fonction de transfert, on va en calculer son module. Donc en fait notre fonction de transfert, ça va se résumer à un nombre complexe. On va faire le module de ce nombre complexe et puis on va appliquer 20 le logarithme pour avoir des décibels comme unité. Et donc ce sera bien une fonction de la pulsation. Et puis, comme on a dit que notre nombre complexe, il est caractérisé par un module mais aussi un angle, eh bien on va étudier la phase. On aura un deuxième graphique de phase, fonction de la pulsation. Donc, en degrés, ou en radians éventuellement. Alors, un nombre complexe, on peut dire que la phase, on appelle aussi ça l'argument, donc l'argument de notre fonction de transfert, où on a remplacé P par J oméga. Donc, pour l'instant, ça paraît peut-être un peu nébuleux, ça va se concrétiser avec l'exemple qu'on va faire par la suite. Mais en tout cas, voici comment se présente un diagramme de Bode. Donc, on a deux graphiques, un graphique d'amplitude en décibels et un graphique de phase en degrés ici, qui est fonction ici de la pulsation. Il notait frequency ici, mais c'est bien en fait la pulsation qui est sur l'axe des abscisses. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que oui, ce n'est pas une échelle linéaire. L'échelle des abscisses, des pulsations n'est pas linéaire, c'est une échelle logarithmique. Donc chaque fois, on passe de 10 moins 1, 10 exposant 0, donc de 1, 10, 100, avec chaque fois un même écart ici. Donc c'est ce qui caractérise une échelle logarithmique. Par contre, en ordonnée, on a ici une échelle classique. Alors, avant de réaliser un diagramme de Bode sur un premier ordre, qui est le but de cette vidéo, il faut absolument qu'on soit à l'aise avec certaines notions mathématiques, notamment sur les nombres complexes et sur les logarithmes, sinon c'est impossible de comprendre ce qui va suivre. Donc, pour rappel, rapidement, un nombre complexe, il a une partie réelle, A, une partie imaginaire B, il a un module, donc la distance qui est entre le 0 et le point qui caractérise notre nombre complexe, eh bien, s'appelle le module. Et l'angle entre l'axe réel et notre vecteur s'appelle la phase, l'argument, et nous on va l'appeler θ. Donc il y a deux formes possibles, il y en a plus, mais en tout cas on voit ici déjà deux formes possibles d'écriture d'un nombre complexe z, a plus bj, et ici, grâce à la trigonométrie, on peut dire que le module de z fois cosinus phi, c'est a, et le module de z fois sinus phi, eh bien, c'est b. Donc voilà deux expressions. Alors, il faut se rappeler aussi que la longueur ici, eh bien, c'est l'hypoténuse du triangle, donc c'est la racine carrée de a au carré plus b au carré. L'argument θ ici, eh bien, la tangente d'un angle, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc tangente de θ, c'est b divisé par a, c'est b divisé par a. Et donc forcément, si je veux retrouver
l'angle phi, eh bien je dois faire l'arc tangente, donc tangente moins 1, de B sur A. Il existe encore une autre forme d'écriture que ces deux-là, d'un nombre complexe, qui est la forme exponentielle. C'est Euler qui a démontré ça. Et donc, le nombre complexe z peut s'exprimer sous cette forme, R, qui est donc le module, E exposé en J, θ. Ça va nous servir notamment parce que vous reconnaissez l'expression du retard. Donc ça va nous servir quand on va parler des retards. Alors, lorsqu'on a deux nombres complexes qu'on veut multiplier, eh bien, le module résultant donc du produit de deux nombres complexes est le produit des modules séparés, tandis que l'argument, donc le θ du nouveau nombre complexe qui est la multiplication des deux, est la somme des angles de chacun des nombres complexes pris séparément. Alors, ce n'est qu'un cas particulier d'un produit. Lorsqu'on applique la puissance d'un nombre complexe, eh bien, ça donne ceci au niveau des modules, et au niveau de l'argument, eh bien, on multiplie le θ par n. Lorsqu'on a un quotient de deux nombres complexes, le module, c'est le quotient des modules ici, et l'argument, cette fois-ci, ce n'est plus une addition comme ici, c'est une soustraction des arguments. Donc ça, ce sont des formules qu'il faut connaître sur le bout des doigts, sinon on ne va absolument rien comprendre à ce qui va suivre au niveau des diagrammes de Bode. Alors, d'autres choses encore à rappeler au niveau des mathématiques et des nombres complexes. Donc, des cas particuliers, c'est que on peut avoir un nombre complexe qui n'a pas de partie imaginaire, seulement une partie réelle. Donc voici mon nombre complexe ici qui n'a qu'une partie réelle. À ce moment-là, l'angle θ vaut 0 degré et le module vaut A. Donc voilà deux choses à retenir pour un nombre complexe qui n'a pas de partie imaginaire. Un nombre complexe qui n'a pas de partie réelle, donc qui est purement imaginaire. À ce moment-là, l'angle il vaut 90 degrés et le module vaut B. Voilà. Et puis encore un autre cas particulier, c'est quand la partie réelle est égale à la partie imaginaire, quand A est égal à B, à ce moment-là, l'angle forcément il vaut 45 degrés. Donc voilà des petits rappels. Encore un rappel sur le logarithme. Donc voici la courbe, le graphique d'un logarithme. Il faut se rappeler que le logarithme de 10 vaut 1 et le logarithme de 1 vaut 0. Voilà. Ensuite, encore des propriétés sur les logarithmes. Donc si on a un exposant ici, il peut repasser devant le logarithme. Alors deux exemples. Le logarithme de 100, c'est comme faire le logarithme de 10 exposé en 2. Et donc le 2, je le fais passer devant, comme je l'ai fait ici dans cette formule-là. Et donc ça fait 2 fois le logarithme de 10. Comme le logarithme de 10, ça fait 1, donc ça fait 2. 1000, c'est comme 10 exposé en 3. Le 3, je le fais passer devant. Donc 3 fois le logarithme de 10, ça fait 3. Lorsqu'on a le logarithme d'un produit, eh bien à ce moment-là, ça devient la somme des différents logarithmes. Donc ça ressemble en fait aux arguments des nombres complexes. Même chose, le logarithme d'un quotient, ça devient la différence des logarithmes comme les arguments des nombres complexes. Alors, revenons maintenant qu'on connaît ces notions mathématiques, revenons à notre diagramme de Bode. Donc il s'occupe d'une partie du rapport de S sur E, amplitude du signal de sortie sur l'amplitude du signal d'entrée. Et il va être exprimé en décibels. Alors le décibel, c'est une échelle que vous connaissez peut-être, qui est utilisée pour l'intensité du volume sonore. Et c'est une échelle logarithmique. Donc on va faire, pour avoir des décibels, 20 fois le logarithme du rapport de S sur E. 20 fois le logarithme du rapport de S sur E pour avoir des décibels. Exemple, si l'amplitude du signal de sortie est aussi grande, est égale à l'amplitude du signal d'entrée. Donc le rapport vaut 1. À ce moment-là, vous avez
un gain, hein, donc l'amplitude, le gain, il y a deux appellations. L'amplitude en décibels, c'est 20 fois logarithme de S sur E, donc de 1. Le logarithme de 1, ça vaut 0. Donc on a 0 décibels quand il n'y a pas d'amplification de la sortie par rapport à l'entrée. Lorsqu'ils sont égaux, eh bien, on a un gain de 0, hein, ce qui est assez logique. Si la sortie vaut 10 fois l'entrée en amplitude, à ce moment-là, eh bien, l'amplitude en décibels, c'est 20 logarithme de 10. Logarithme de 10, c'est 1, donc ça fait un gain de 20 décibels. Si la sortie est 20 fois plus grande que l'entrée, à ce moment-là, l'amplitude, c'est 20 log de 20. 20, c'est aussi 10 fois 2, donc si on applique les formules qu'on a rappelées juste avant, 20 log de 10 plus 20 log de 2, 20 log de 10, c'est 20 décibels. 20 log de 2, si vous prenez votre machine, ça fait 6 décibels. Donc ça fait un gain de 26 décibels lorsque la sortie est 20 fois plus grande que l'entrée. Donc voilà un petit rappel sur le logarithme et notamment sur les unités en décibels. Alors voici le but premier de cette vidéo qui est de dessiner le diagramme de Bode d'une fonction de transfert du premier ordre. On a différentes questions. Donc la première, c'est identifier la constante de temps, le gain statique, ça on a déjà fait, c'est pas nouveau, la pulsation de coupure, dessiner le diagramme asymptotique de Bode, puis calculer des valeurs réelles à la pulsation de coupure, de façon à pouvoir dessiner un diagramme réel. Donc diagramme asymptotique, si vous voulez, c'est une approximation. Et le diagramme réel, forcément, comme son nom l'indique, là, il n'y a plus d'approximation. On va le faire manuellement, hein, donc cette question B, et ensuite, on va utiliser Scilab pour représenter le diagramme de Bode aussi bien asymptotique que réel. Alors, commençons donc par cette question A qui consiste à identifier la constante de temps, le gain statique et la pulsation de coupure. Alors, cette fonction de transfert, elle est piégeuse parce qu'elle n'est pas représentée sous sa forme canonique. Donc ça, on se souvient que pour identifier le gain statique qui est le numérateur de la fonction de transfert et la constante de temps, il faut absolument qu'on ait un 1 ici. Donc pour avoir un 1, je vais simplement multiplier par 100 numérateur et dénominateur de façon à faire apparaître mon 1 ici. Lorsqu'on a cette forme canonique, il apparaît instantanément que le numérateur c'est le gain statique et la constante de temps, elle vaut ici 100. Donc 100 secondes, gain statique 10. La pulsation de coupure. Alors pour l'instant, on ne va pas expliquer ce que c'est, on va la déduire du graphique qui va être effectué plus tard, mais en tout cas pour l'instant, retenez que la pulsation de coupure, c'est l'inverse de la constante de temps. Donc, pulsation de coupure qu'on va noter oméga C, C pour coupure, c'est, on va dire par définition, l'inverse de la constante de temps, donc 1 centième de radian par seconde. Donc voilà pour cette question A. Ensuite, on va dessiner le diagramme asymptotique de Bode, diagramme réel. Donc, on a dit tout à l'heure que la première chose à faire quand on veut faire une analyse fréquentielle, c'est remplacer P par J oméga, de façon à faire apparaître une pulsation et pouvoir faire une étude de fonction par rapport à la pulsation. Donc vous avez sans doute l'habitude en mathématiques de faire des graphiques de y fonction de x. En physique, on peut faire des graphiques d'une grandeur physique, hein, par exemple la température fonction du temps. Et bien ici, une analyse fréquentielle, elle va faire le graphique du module du nombre complexe en fonction de oméga et de la phase du nombre complexe en fonction d'oméga. Donc ça ne change pas fondamentalement de ce qu'on a déjà réalisé. Simplement, hein, l'axe des abscisses est une fonction de oméga et pas une fonction de x ni du temps. Alors, donc, si je remplace P par J oméga, bien simplement, hein, cette expression-là, on a juste remplacé le P par J oméga. Et on a ceci qui va nous servir quasiment pour toutes les dias qui vont suivre. Alors, le diagramme réel. Donc, on a dit que le diagramme de Bode, par définition, donc là, il n'y a rien à comprendre, c'est Bode qui a inventé ce genre de graphique. Il a dit qu'on faisait un diagramme d'amplitude qui vaut 20 fois logarithme du module de G de J oméga. Alors, que vaut le module de G de J oméga? Eh bien, on va le faire ici. Donc, le module de ce nombre complexe-ci, le voici, module, hein, c'est, comme on l'a rappelé juste avant, c'est le
quotient des modules. Donc module de 10 divisé par module de 1 plus 100 fois j oméga. Alors, de nouveau, si on se rappelle de ce qu'on a fait avant, le module d'un nombre complexe qui n'a pas de partie imaginaire, bien, son module c'est lui-même, c'est 10. Et le module d'un nombre complexe, on avait rappelé Pythagore tout à l'heure, c'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc la partie réelle au carré c'est 1, 1 au carré, ben, ça fait 1, donc on a laissé 1, et la partie imaginaire c'est 100 oméga, donc 100 oméga carré, 100 carré oméga carré. Donc voilà le module de g de j oméga. Donc si vous remplacez oméga par différentes valeurs et que vous calculez son module, vous pourriez tracer un graphique de g de j oméga en fonction de oméga. Alors pour que ce soit un diagramme de Bode, il faut en faire encore le logarithme. Il ne suffit pas de calculer ça, il faut encore faire 20 fois le logarithme de ça. Donc simplement je prends cette expression là et j'en fais 20 le logarithme et j'ai mon expression de l'amplitude en décibels. La phase maintenant, puisqu'on a dit que le diagramme de Bode, il comprend deux graphiques, un d'amplitude, un de phase. Donc la phase, qui est une fonction de j oméga, c'est l'argument, donc l'angle d'un nombre complexe, et du nombre complexe qui est ici. Alors si on se rappelle de nouveau les propriétés de l'argument d'un quotient de deux nombres complexes, alors celui-là, c'est un nombre complexe aussi, c'est un nombre complexe un peu spécial qui n'a pas de partie imaginaire, mais on peut le considérer quand même comme un nombre complexe. Donc on se souvient tout à l'heure qu'il faut faire la soustraction des arguments, donc l'argument du premier nombre complexe du numérateur moins l'argument du dénominateur. Alors l'angle d'un réel, puisqu'il n'a pas de partie imaginaire, on a dit tout à l'heure que l'angle d'un réel c'est 0 degré. Donc je vais le supprimer ici, il ne reste plus que l'argument de 1 plus 100 fois j oméga, et on a dit que l'argument d'un nombre complexe qui a une partie réelle et une partie imaginaire, partie réelle 1, partie imaginaire 100 oméga, eh bien c'est l'arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc on avait dit tout à l'heure que c'était arctangente de B sur A. Mon B vaut ici 100 oméga. Mon A vaut 1, donc je ne l'ai pas fait 100 oméga divisé par 1. Voici l'expression de la phase. Donc de nouveau, vous prenez différentes valeurs de oméga, vous calculez la phase en appliquant cette formule-là et vous pouvez dessiner un graphique de la phase en fonction de oméga. Alors on ne va pas le faire tout de suite, ce graphique réel, celui-là, un diagramme réel. On va d'abord en tracer un plus simple qu'on appelle diagramme asymptotique. Alors, le diagramme asymptotique, il a une règle de fonctionnement qui consiste, donc, pour chaque terme, à se placer à gauche de la pulsation de coupure et négliger la partie imaginaire. Alors, donc ça veut dire qu'on va, pour dessiner le diagramme asymptotique, on va considérer deux cas. Les pulsations qui sont à gauche de la pulsation de coupure qu'on a calculé tout à l'heure qui vaut 1 centième de radian. Donc lorsque oméga est plus petit, donc à gauche, ça veut dire plus petit que 1 centième, ce terme-là est petit, on va dire que ce terme-là est petit devant celui-là, et on va le négliger. Donc il va rester juste le 1. Donc c'est pour ça qu'on dit ici qu'en se plaçant à gauche de la pulsation de coupure, on néglige la partie imaginaire, et donc on ne conserve que la partie réelle. Par contre, lorsque on se place à droite de la pulsation de coupure, donc pour toutes les pulsations à droite de oméga c, de 1 centième, on va dire que ce terme-là ici devient grand devant celui-là, et on va négliger celui-là. Donc c'est une approximation, c'est une simplification qui va nous permettre de dessiner facilement des diagrammes de Bode, mais il faut bien se rendre compte que ça n'est jamais qu'une approximation, puisqu'on a négligé soit la partie réelle, soit la partie imaginaire. Donc voilà les règles de fonctionnement pour dessiner un diagramme asymptotique. Alors faisons-le, appliquons cette règle. Donc ça c'est notre fonction transfert de départ. Et on a dit que le diagramme de Bode asymptotique, il fallait se placer d'abord à gauche de la pulsation de coupure. Donc pour toutes les pulsations plus petites que la pulsation de coupure, on va négliger la partie imaginaire. Donc on va négliger cette partie-là. Donc tout ce qui reste finalement, du dénominateur, tout ce qui reste c'est 1, puisqu'on a négligé la partie imaginaire. Donc finalement, mon g de j oméga, il devient 10 divisé par 1. Alors, environ égal, puisque
c'est une approximation, donc G de J oméga vaut environ 10 pour les pulsations à gauche de la pulsation de coupure. Donc si je trace, enfin je veux calculer d'abord mon amplitude en décibels et ma phase pour ceci, bon, c'est assez facile. Donc le module de G de J oméga, puisque G de J oméga vaut 10, le module de 10, c'est 10 forcément, et donc l'amplitude vaut 20 logarithmes de G de J oméga, 20 logarithmes de 10. Le logarithme de 10, c'est 1, donc ça fait 20 décibels. Donc ça veut dire que pour toutes les pulsations qui sont à gauche de la pulsation de coupure, l'amplitude est constante et vaut décibels. Donc quand on a une amplitude constante en ordonnée, ça veut dire qu'on a une droite horizontale à 20 décibels. Il faut se rappeler les équations de droite, hein. Ordonnée constante, c'est bien une horizontale. Occupons-nous de la phase maintenant. Donc la phase, c'est l'argument du nombre complexe qui est ici. Il n'a ici qu'une partie réelle. Et on a vu tout à l'heure que quand un nombre complexe n'a qu'une partie réelle, sa phase c'est 0 degré. Donc l'argument de 10, c'est 0 degré. Donc voilà, on a pour oméga inférieur à oméga c, on connaît la valeur de l'amplitude, c'est 20 décibels, et la valeur de la phase, c'est 0 degré. Donc on va pouvoir commencer à tracer mon diagramme de Bode. Donc où se situe ma pulsation de coupure? Eh bien, elle se situe à 1 centième ici, 10 exposant moins 2. L'amplitude vaut 20 décibels, donc voilà constant. Donc à gauche de oméga c, on a 20 décibels constant. Et au niveau de la phase, on a 0 degré constant pour la phase. Donc voilà la première partie de notre diagramme de Bode asymptotique. Il nous reste à dire comment se comporte l'amplitude à droite de oméga c, comment se comporte la phase à droite de oméga c. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc à droite de oméga c, pour oméga plus grand que oméga c, cette fois-ci, donc règle des diagrammes asymptotiques, on néglige la partie réelle. Donc on dit que la partie réelle ici devient négligeable devant oméga qui devient grand ici, puisqu'il devient plus grand que oméga c. Donc on va négliger le 1 ici. Donc tout ce qui reste maintenant de notre fonction de transfert initiale, c'est 10 sur 100 j oméga, environ, hein, puisque c'est une approximation, on a supprimé le 1 qui est ici. Donc il nous reste, si on simplifie par 10, eh bien 1 sur 10 fois j oméga. Donc de nouveau, on va calculer l'amplitude et la phase de cette fonction de transfert ici approchée. Le module de g de j oméga, donc c'est le module de ce nombre complexe là, et on peut faire le quotient des différents modules. Le module de 1 c'est 1 et le module de 10j oméga, eh bien, donc ça c'est un nombre complexe qui n'a qu'une partie imaginaire et on a vu que son module, hein, tout à l'heure on avait vu que le module d'un nombre complexe qui n'a qu'une partie imaginaire, son module c'était b. Bah, ici le b il vaut 10 oméga, donc voilà d'où vient le 10 oméga qui est ici. L'amplitude, c'est 20 logarithmes du module de g de j oméga. Donc 20 logarithmes de l'expression qui est ici. Alors, lorsqu'on a un logarithme d'un quotient, ça devient une soustraction, hein, et donc 20 logarithmes de 1 moins 20 logarithmes du dénominateur. On sait que le logarithme de 1, c'est 0. Donc, il ne reste plus que moins 20 logarithme de 10 fois oméga. Et ici, on a un produit. Donc, on a vu tout à l'heure que ça devient 20 logarithme de 10 fois, plus 20 logarithme de oméga. Mais comme il y a le moins devant, il y a 2 moins ici. Donc, voilà de nouveau les propriétés, hein, sur les logarithmes qui sont appliqués pour arriver à cette expression-là. Et donc, finalement, comme logarithme de 10 c'est 1, eh bien, on a moins 20 logarithme de oméga. Alors, ça c'est important, cette expression-là, c'est surtout ça qui m'intéresse. Quel est le graphique en fait de moins 20 logarithme de oméga? Alors, que représente donc 20 logarithmes de oméga? C'est ce qu'on va expliquer ici. Alors, pour expliquer quel est le graphique de 20 logarithmes de oméga, eh bien, on va calculer 20 logarithmes de oméga 1 et 20 logarithmes de oméga 2, mais avec des valeurs particulières pour oméga 1 et oméga 2. C'est-à-dire qu'on va dire que oméga 2, il est ce qu'on appelle une décade plus loin que oméga 1. Et ce qu'on appelle une décade, c'est une pulsation qui est 10 fois plus grande que la précédente. Donc, par définition d'une décade,
Oméga 2, c'est 10 fois oméga 1. Donc, admettons que oméga 1 ce soit 1, et bien donc oméga 2 vaut 10. Si oméga 1 vaut 10, oméga 2 forcément vaut 100. Donc voilà comment on peut définir une décade entre deux pulsations. Alors, si je calcule 20 logarithmes de oméga 2, ben, comme oméga 2 vaut 10 fois oméga 1, j'ai cette expression-là. En appliquant les propriétés sur les logarithmes, logarithme d'un produit, ça devient 20 logarithmes de 10 plus 20 logarithmes de oméga 1. Alors, 20 logarithmes de 10, comme le logarithme de 10 c'est 1, ça fait 20 décibels plus 20 logarithmes de oméga 1. Donc si je compare 20 logarithmes de oméga 2 et 20 logarithmes de oméga 1, eh bien, la différence entre les deux, c'est les 20 décibels ici. Donc si on compare 20 logarithmes de oméga 2 avec 20 logarithmes de oméga 1, eh bien 20 logarithmes de oméga 2, c'est la même chose que 20 logarithmes de oméga 1, sauf quand même qu'on a ajouté 20 décibels. Donc finalement, cette expression-là, 20 logarithmes de oméga, ça permet de monter de 20 décibels s'il y a un plus, et s'il y a un moins devant, forcément, on va descendre de 20 décibels par décade. Donc chaque fois qu'on se déplace d'une décade en abscisse, on va monter de 20 décibels ou bien descendre de 20 décibels. Donc finalement, si quand on se déplace d'une décade sur une échelle logarithmique, on descend de 20 décibels, chaque décade on descend de 20 décibels, ben finalement, ça veut dire que c'est une droite on va appeler ça une droite de 20 décibels par décade. Donc, ce qui veut dire que par rapport à une amplitude à pulsation oméga 1, l'amplitude à oméga 2, une décade plus loin qu'oméga 1, est 20 décibels plus haut ou plus bas, suivant le signe qu'on a ici. Si c'est un moins, donc ce sera moins 20 décibels. Donc sur une échelle logarithmique, ce sera une droite. Donc une amplitude de moins 20 logarithmes d'oméga représente une droite de pente moins 20 décibels par décade. On va appeler ça, quand c'est moins 20 décibels par décade, on va appeler ça moins 1 sur une échelle logarithmique. Donc si on a, après on va calculer des pentes de moins 20, moins 40 décibels par décade, on appellera ça une pente de moins 2. Si on a une pente nulle, ben on appellera une pente 0. Et si on a une pente de plus 20 décibels par décade, on appellera ça plus 1. Donc voilà, c'est une écriture simplifiée. Bon, voilà, ça c'était pour la phase, donc, pour l'amplitude. Donc l'amplitude, c'est une droite de pente moins 20 décibels par décade. La phase est plus facile à calculer. Alors, donc, on doit se référer donc à cette expression-ci et calculer la phase de ce nombre complexe-là. Donc l'argument de j oméga, c'est comme c'est un quotient, c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Donc c'est l'argument de 1 moins l'argument du nombre complexe dij oméga. L'argument de 1, donc c'est un nombre complexe qui n'a qu'une partie réelle, donc son argument c'est 0 degré. Et lui, c'est un nombre complexe qui n'a qu'une partie imaginaire, et donc son argument, son angle, c'est θ, c'est 90 degrés. Donc ça fait 0 moins 90 degrés. 0 moins 90 degrés. Donc voilà la phase pour toutes les pulsations qui sont à droite de oméga c. Donc en résumé, on a pour l'amplitude une droite de pente moins 20 dB, et pour la phase, une constante à moins 90 degrés. Donc on va continuer notre diagramme de Bode, asymptotique, on va le terminer en fait. Donc à partir de ce point-là, on sait qu'on va avoir une droite de moins 20 décibels par décade. Donc ici on a 20, ici on a 0, et une décade, c'est une distance entre 10-2 par exemple et 10-1, puisqu'on a un rapport de 10 entre 10-2 et 10-1, donc voilà une décade. Voilà une autre décade entre 10-1 et 10 exposant 0. Encore une autre décade entre 10 exposant 0 et 10 exposant 1. Donc voilà la distance d'une décade. Et quand on se déplace d'une décade, on baisse de 20 dB. De 20 dB ici. Puis quand on se déplace d'encore d'une autre décade, on diminue de 20 dB. Donc on a ici des points de la droite qui apparaissent. 1, 2, 3 points par exemple. Et on peut tracer notre droite de moins 20 dB par décade. Ensuite, au niveau de la phase, on a dit qu'on était à moins 90 degrés. Donc à oméga c, à droite, moins 90 degrés. Donc on va avoir une chute vertigineuse ici, puisqu'il y a une cassure ici. C'est pour ça qu'on l'appelle pulsation de coupure. Donc vous comprenez maintenant pourquoi elle s'appelle pulsation de coupure, parce qu'on a une cassure ici, aussi bien au niveau du diagramme d'amplitude qu'au diagramme de phase. On a une cassure au niveau du graphique. Voilà pour le diagramme asymptotique. Donc ça veut dire que tous
toutes les fonctions de transfert du premier ordre ont ce diagramme de Bode là. Toujours, la phase ne va jamais changer en fait, c'est toujours, le diagramme de phase c'est toujours allant de 0 à moins 90, il y a juste la pulsation de coupure qui peut changer puisque la constante de temps peut changer, oméga c c'est 1 sur t. Alors le gain statique il peut changer, donc c'est pas toujours 20 décibels ici, c'était pour faire un exemple facile. Cette ordonnée là peut changer, mais après on aura toujours une droite de moins 20 dB par décade. Alors, ça c'est un diagramme asymptotique, donc approché. Donc, quel est le diagramme réel? Alors, on va calculer un seul point. Donc, on va calculer l'amplitude réelle à oméga c et la phase réelle à oméga c. Juste pour ce point-là. Alors, il suffit de remplacer oméga dans notre expression de g de j oméga. On va remplacer oméga par 1 centième. Et donc, si on remplace oméga par 1 centième, bah ici ça fait 100 fois 1 centième, ça fait 1. Donc 1 plus 1 fois j. Alors, de nouveau, ici oui, ici c'est strictement égal. Donc ici c'est pas une approximation, c'est strictement égal. Le module de g de j oméga, donc le module de ce nombre complexe là, c'est donc le quotient des différents modules. Donc le module de 10, c'est 10. Et le module du nombre complexe 1 plus j oméga, donc de nouveau on applique Pythagore, c'est racine de la partie réelle plus la partie imaginaire au carré. La partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré, donc c'est racine de 2. Voilà d'où vient le racine de 2. L'amplitude, comme l'a imposé Bode, c'est 20 logarithmes du module de g de j oméga. Ça, c'est le module de g de j oméga, donc 20 logarithmes d'un quotient, donc 20 logarithmes de 10 moins 20 logarithmes de racine de 2. Et ça fait 20 moins 3. Si vous prenez votre machine, vous effectuez 20 logarithmes de racine de 2, ça fait 3 décibels. Et donc, à la pulsation de coupure, on a 17 décibels. Alors tout à l'heure, si on se rappelle du diagramme asymptotique, on avait 20 décibels en fait jusqu'oméga c. Donc ça veut dire qu'on fait une erreur, seulement on va dire, on fait une erreur de 3 décibels. Donc à l'oméga c, la vraie valeur de l'amplitude c'est 17 décibels. Donc on va être en réalité 3 décibels en dessous de l'asymptotique pour oméga c. Pour la phase, eh bien pour la phase, donc il faut toujours remplacer oméga par 1 centième ici dans cette expression-ci. Donc il faut faire l'argument de ce nombre complexe-ci. Donc l'argument d'un quotient, eh bien ça devient une soustraction ici. L'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Alors l'argument de 10, on sait que donc 10, il faut le voir comme un nombre complexe qui n'a qu'une partie réelle, qui est sur l'axe des abscisses. Donc son angle c'est 0 degré. Et lui, c'est un nombre complexe qui a sa partie imaginaire et réelle égale, 1 et 1 ici. Donc on a dit tout à l'heure, quand on a rappelé ça sur les nombres complexes, que forcément son angle c'est 45 degrés. Quand on a une partie réelle et imaginaire égale, eh bien l'angle fait 45 degrés. Donc ça fait 0, l'argument de 10, 0, moins 45. Donc la vraie phase de oméga à oméga c, c'est qu'à moins 45 degrés. Donc on va tracer cette fois-ci notre diagramme asymptotique. Donc on a dit que à la pulsation de coupure ici, la vraie valeur est à 17 décibels, 3 décibels en dessous de l'asymptotique. Donc voilà un point qu'on pourrait tracer. Et donc, sachant qu'on démarre, on démarre d'ici, qu'on doit arriver ici, si on trace la courbe, on peut tracer ceci. Ensuite, on sait que ça c'est une asymptote, donc en partant d'ici, on trace la courbe réelle qui est ici. Voilà. Et pour la phase, donc en rose ici c'est l'asymptotique, on sait que pour oméga c, la phase c'est moins 45 degrés. Donc ce point-ci on le connaît. Donc si on part d'ici et qu'on doit arriver là, on peut suivre cette courbe-ci. On sait que l'asymptotique est ici à plus oméga plus l'infini, donc on sait qu'on doit arriver ici. En partant de là, donc on peut tracer une courbe qui fait cette allure-ci. Donc voilà le diagramme réel. Quelle allure il a? Ici forcément on n'a tracé qu'un point, donc on doit supposer que c'est comme ça, mais on va le faire après. On ne va pas calculer une centaine de points pour avoir le diagramme réel, on va le faire par un logiciel. Donc voici la dernière question, c'est d'utiliser Scilab et Synode pour tracer le diagramme de Bode réel et asymptotique. Donc ça commence
comme les exercices précédents, hein, il faut bien sûr définir notre système linéaire, notre fonction de transfert G ici. 10 numérateur, 1 plus 100, 1 plus 100 fois P pour le dénominateur. Bode, donc c'est une instruction hein, pour dessiner le diagramme de Bode réel, celui-là, de notre fonction de transfert ici, entre 1/10000000 et 100 avec des communités des radians, parce que sinon il utilise la fréquence par défaut. Et puis, on peut lui demander même de dessiner l'asymptotique par cette fonction Bode asympte ici. Alors, ça donne quoi? Eh bien, allons voir Scilab. Alors, voici le fichier. Alors, on va commencer par le réel, donc je mets l'asymptotique en commentaire et je lui demande de dessiner ceci. Donc, vous voyez ce qu'on a réalisé tout à l'heure. Hein. Donc, vous voyez ici les 20 dB. Pulsation de coupure, ici, on est à 17. Et puis, on va suivre une droite. Donc, vous voyez que l'asymptotique, quand même, c'est une approximation, mais c'est une très très bonne approximation parce qu'il y a très très peu de différence entre le diagramme réel et le diagramme asymptotique. Donc, vous pouvez, comme d'habitude, mettre un curseur ici et visualiser les points, hein, les valeurs des points. Ici, on voit les 17 dB. Ici, on voit le 45 degrés à la pulsation de coupure 10-2. Et voilà les 45 degrés. Donc ça, c'est le diagramme réel. Alors, si je peux superposer le diagramme asymptotique ou n'afficher que l'asymptotique, hein, alors il suffirait de mettre celui-là en commentaire ici. Mais je vais afficher les deux l'un sur l'autre, superposés. Donc voici l'asymptotique ici en pointillé et le réel. Donc voilà comment on peut tracer à la main, on va dire, hein, calculer à la main les diagrammes et comment les faire tracer rapidement par un logiciel. Alors, le but des diagrammes de Bode, c'est de pouvoir déterminer la stabilité, de voir à quelle distance on est de la stabilité, de pouvoir même choisir les paramètres PID. On en est loin, hein, donc un peu de patience. Il faut qu'on apprenne à dessiner ces diagrammes de Bode avant de pouvoir les interpréter dans le cadre de la régulation.